Merci beaucoup Mathieu. Bon, je pense que tu as bien compris parce qu'on voit qu'ITT, c'est pas un projet parfait, que ça pose énormément de questions, mais que si jamais, si jamais il échoue, il y aura très peu de marge de manœuvre, il n'y en aura presque plus, et je pense que ça contribuera à la destruction de nombre d'espérances, voire même de mouvements sociaux, il y aura encore plus de répression, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, alors, monsieur Harrison. On a un micro. Je vais poser la question en français, je vais traduire en espagnol par la suite. Le premier point, c'est, si je regarde ce qui nous a été apporté, c'est fondamentalement la dynamique interne de l'Équateur par rapport à cette situation. On a très peu sur l'aspect du fonctionnement du fameux filet-commission du fonds fiduciaire. Qu'est-ce qui est prévu par rapport aux apports des pays à ce fonds fiduciaire, à quelles conditions, quelles garanties on a que les apports au fonds fiduciaire ne seront pas au détriment des autres apports d'aide internationale, en d'autres termes, le commerce ou le reste. Ça, c'est un premier point. Puis, deuxième point, c'est lié aussi, donc c'est tout l'aspect de... on voit très bien les intérêts de la population de la zone, les intérêts de la population équatorienne pour changer de modèle, mais quels sont, en termes de réelle politique, de géostratégie, quels sont les intérêts au niveau des pays de la communauté internationale pour entrer dans ce mécanisme. Solo rápidamente para yo a traducir, lo que se nos presentó es más bien los intereses por parte de Ecuador, de la población de la zona, de los indígenas y campesinos y todo, y de parte del país, para decir, dejamos allá ese petróleo y vamos a ver cómo podemos obtener una compensación internacional. Yo quisiera más información sobre los mecanismos para aportar a ese fideicomiso. ¿Qué garantías tienen ustedes que los aportes que se van a hacer no van a tocar el problema de la soberanía nacional? ¿Y qué garantías tienen ustedes que los países que van a aportar lo van a hacer con fondos adicionales a su ayuda actual? Eso es la primera cosa. Y en ese sentido, yo hago esa pregunta también porque Alejandra insistió mucho sobre la necesidad de convencer gente en varios países sobre la propuesta. ¿Cuáles son los argumentos en términos de política real, para convencer a la gente que eso se puede hacer? Yo entiendo muy bien el aspecto de trabajar a nivel de sociedad civil para presionar sobre los gobiernos, pero yo pienso también que hay que tener argumentos para los gobiernos mismos para convencerles que eso es un paso posible. Gracias. Bueno, creo que lo del fideicomiso podrías tú hacerle más... Bueno, a ver, esta es una propuesta que, por lo que se ha explicado, por los argumentos que se ha dado, es claramente una propuesta que aporta a un problema global. ¿Ya? Aporta a un problema global. Yo creo que eso es importante que sirva como fundamento de una toma de conciencia o de un aumento de conciencia a nivel nacional, digamos allá, pero también internacional. O sea, todos somos responsables del problema que estamos enfrentando como planeta. Las responsabilidades son comunes, como decía, pero diferenciadas. Entonces, no solo como país, sino como población, como sociedad civil del mundo, tenemos que asumir esa responsabilidad en esa forma y aumentar nuestro nivel de conciencia de que tenemos que actuar, tenemos que hacer algo concreto e inmediato para poder
enfrentar este problema. Alors, comme on a expliqué, cette proposition cherche à avoir un apport pour cette problématique globale, à être un pilier dans ce qui est de la prise de conscience à niveau national, mais aussi à niveau international, puisqu'on est tous responsables du problème. C'est-à-dire on a des responsabilités communes, mais c'est aussi vrai que chacun a une responsabilité différente. Donc, au niveau du pays, au niveau des sociétés civiles, il faut assumer cette responsabilité, c'est vrai, mais il faut surtout aussi agir. Esta toma de conciencia tiene que demostrarse en acciones a todo nivel. Es necesario que todos actuemos a todo nivel. Esta es una vía. Existen algunas propuestas, varias propuestas, no solamente desde Ecuador, sino de otras regiones, ¿no? La vía campesina habla de la soberanía alimentaria, habla de la recuperación de formas de vida tradicionales que demostraron que sirven porque no destruyeron el planeta. La explotación petrolera tiene solo 150 años y vean cómo nos ha puesto, en qué punto nos ha dejado. Entonces, todas estas propuestas es necesario que por diferentes vías empecemos a actuar. Y eso es lo que necesitamos. Existen ideas, existen propuestas concretas, empecemos a actuar, no necesariamente pidamos recetas, sino que tengamos iniciativas también de ver cómo vamos a hacerlo. Alors, il s'agit d'une prise de conscience, c'est vrai, mais aussi ça doit s'évidencier par des actions. Alors, il y a différents moyens. Il y a plusieurs propositions de plusieurs pays, comme par exemple la Via Campesina, qui a démontré que la solidarité alimentaire, par exemple, ou d'autres propositions fonctionnaient. Souveraineté, oui, alimentaire. L'exploitation pétrolière existe depuis 150 ans et vous pouvez déjà voir les dégâts qu'elle provoque. Donc il y a des différents moyens, mais il faut surtout agir. Il ne faut pas toujours demander des recettes, mais on peut faire il y a plusieurs moyens d'agir. Estamos viendo que el debate a nivel de países, en las cumbres del ambiente y todo, se está basando en poner soluciones que no están siendo reales soluciones, que no están solucionando el problema. A pesar de que dicen que se tiene que disminuir la cantidad de CO2, las emisiones de CO2 no se están disminuyendo. Se tiene que reducir la temperatura, no se está reduciendo esa temperatura. Esto ha entrado más bien dentro de un nuevo negocio, que es esto del mercado de carbono. Entonces ahora, como los otros negocios no están de moda, ahora entramos a ponerle al carbono una cosa, un valor, ¿no? El carbono, que es un elemento y que entra dentro de este mercado de carbono, es una cosa virtual prácticamente. Le estamos apostando a eso para hacer un nuevo negocio y para seguir con el mismo sistema. No estamos cambiando. La propuesta ITT sí hace un quiebre, hace un cambio, pero de mentalidad principalmente. Le débat entre les pays existe. Il y a des solutions qui sont proposées, mais à la fin, ce n'est pas des véritables solutions. On propose de descendre l'émission de CO2, mais personne ne fait rien pour les descendre. On propose de faire descendre la température, mais la température ne descend pas. C'est des nouveaux business comme le marché de carbone, qui en réalité c'est une question virtuelle. Comme les autres marchés sont démodés, on donne plus de valeur au marché comme le marché de carbone. Donc c'est la même systématique, il n'y a pas de changement, mais ITT propose un changement de mentalité surtout. Por eso es que el último argumento que expliqué, que era, nos puede demostrar esta propuesta que es posible un cambio de modelo económico, porque estamos acostumbrados, porque creemos que no hay otra salida, que así tiene que ser, pero es posible. O sea, el hecho de, si en un lugar hay petróleo hay que sacarlo, eso es una cosa como un dogma, ¿no? Que ya está así, hay que sacar. ¿Por qué hay que sacarlo? Si el petróleo está ahí es porque la naturaleza le puso ahí con una función. Y por sacarlo estamos desestabilizando todo el planeta y a punto de destruirlo. Entonces, ¿por qué tenemos que sacarlo? Entonces es ir pensando de manera diferente y decir, es posible vivir de otra manera, es posible vivir sin destruir la naturaleza, no podemos vivir sin la naturaleza, como decía Matthew, y
es posible hacerlo. Nos lo han demostrado muchos pueblos antes de la era petrolera y nos siguen demostrando aún. Hay muchas experiencias que nosotros le decíamos, que le llamamos, como ayer se decía, las utopías concretas, experiencias novedosas de que sí se puede vivir sin este desarrollo, sin este petróleo, sin esta civilización petrolera que es lo que estamos viviendo. Es urgente que pasemos, si queremos salvar el planeta, que solo tenemos uno, no hay planeta B, es urgente que pasemos ya a una transición hacia una civilización postpetrolera. Pero no postpetrolera significa que primero se acabe el petróleo para ahí empezar, no, ya tenemos que pasar. Un des derniers arguments était de se demander s'il était possible de changer le modèle économique. Alors, il est possible de changer ce modèle économique. Il faut commencer à se demander pourquoi s'il y a du pétrole, il faut l'extraire. Ce n'est pas obligatoire d'extraire ce pétrole, parce que ce pétrole est là pour une fonction naturelle. Et l'extraire, ça provoque un déséquilibre. Il est possible de vivre d'une autre manière, sans détruire la nature. Il y a plusieurs peuples indigènes avant l'ère pétrolière qui nous l'ont démontré en plus. C'est quelque chose dont on parlait hier dans les utopies concrètes. Alors il est urgent de passer, parce qu'il n'y aura pas une autre planète, à une transition d'une civilisation post-pétrolière. Alors si on veut vraiment faire de la réelle politique, on va se donner bonne conscience en finançant ce genre de projet. Ça, c'est de la réelle politique. On finance ce projet, on a fait un effort pour le réchauffement climatique. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on ne fait rien après. Alors là, on est en plein... Non, enfin, il y a d'autres... bien entendu qu'il y a d'autres arguments, la dette écologique, la co-responsabilité. Mais ça, c'est du droit international. C'est ça, c'est la co-responsabilité commune et les différenciés, c'est contenu dans le protocole de Kyoto. Donc, pourquoi ces gouvernements, nos gouvernements devraient participer financièrement à l'ITT? Pour respecter le droit international, tout simplement, ce qu'ils ont signé et ce qu'ils ont ratifié. Alors, on est aussi dans la protection de la biodiversité, dans la protection de l'Amazonie. L'Amazonie, en protégeant l'Amazonie, on protège quand même, derrière, ça participe à la protection globale de l'environnement aussi. Bon, c'est différents arguments. Les commissos signés entre le gouvernement équatorien et le PNUD. Première étape, c'est avoir 100 millions de dollars d'ici décembre 2011, qui n'est pas un objectif irréalisable, bien au contraire, hein, ça devrait être fait normalement assez facilement. Deuxième objectif, c'est d'avoir les 3,5 milliards en 13 ans, ce qui est déjà beaucoup plus dur. Et à mon avis, là, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fallait aussi travailler avec les villes en transition, mais pas seulement. En France, on commence aussi à travailler au niveau des régions et au niveau des villes. Mais, je pense qu'il faudrait faire ça dans toute l'Europe. Je ne pense pas que les États vont donner 3,5 milliards de dollars. Ils vont contribuer, mais ils ne vont pas donner jusqu'à 3,5 milliards de dollars. Donc là, il faut à la fois mobiliser les régions, les villes, mais aussi les individus, les organisations, les fondations, etc. Pour être vraiment cynique, une fois j'avais dit dans une conférence, si Bill Gates donne 3,5 milliards de dollars tout de suite, moi je mets même les caméras derrière son dos quand il met le chèque. Pourquoi pas? De toute façon, et c'est là j'arrive au fonctionnement du fideikommisso, Bill Gates ne pourra pas choisir. Et c'est là où la souveraineté nationale de l'Équateur est garantie. Enfin, je dis Bill Gates, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Hein. Les pays contributeurs vont faire partie du fideikommisso. Donc il y aura 3 représentants du gouvernement équatorien, 2 représentants des pays contributeurs et un représentant de la société civile. Là, le gouvernement équatorien est en pleine discussion avec la NAWE, qui est l'organisation des représentants les Waorani, la nationalité Waorani du parc, qui vivent essentiellement dans le parc Yasuni, mais pas seulement. Mais s'il y a une égalité 3 contre 3, c'est le gouvernement qui l'emporte, en fait. Donc, et en plus, les fonds du fideikommisso iront sur les 5 types de projets
dont j'ai parlé tout à l'heure. On ne pourra pas financer autre chose. On ne pourra pas, par exemple, acheter des armes avec, pour aller dans ou autre chose. Hein. C'est vraiment les 5 types de projets. Et c'est pour ça qu'il y a une administration aussi du PNUD, pour avoir une garantie internationale derrière, pour avoir une sorte de surveillant international, puisqu'on sait très bien que les pays d'Amérique latine sont synonymes de corruption, de clientélisme, etc. Ce qui n'a pas lieu chez nous, bien entendu. Les soutiens internationaux pour le moment au niveau ITT. Alors, le premier pays à avoir contribué, c'est le Chili, 100 000 $. Alors ça peut paraître symbolique, mais c'est un geste fort venant d'un pays qui a été en partie détruit et qui a des dizaines de milliards de dollars de reconstruction après le séisme de février 2010. Le deuxième pays qui va bientôt signer, c'est l'Italie, 35 millions de $. Alors là, c'est une annulation de dette, en fait. Alors le problème, c'est que ce n'est pas de l'argent propre, c'est de l'argent de l'argent frais, pardon. Excusez-moi. Les traductions directes de l'espagnol, ça va pas. Oui, en plus. C'est pas de l'argent frais, c'est de l'argent équatorien, en fait, qui est dans les caisses. C'est là aussi le problème avec l'annulation de la dette. Mais bon. Donc 35 millions de l'Italie. Et troisième pays qui va contribuer, c'est l'Espagne, où on attend pour le moment, il me semble que ça n'a pas été annoncé pour l'instant, ça devrait l'être d'ici 2 semaines. Hein. L'Espagne a promis, par des représentants de son gouvernement, de financer ITT d'ici 2015. Alors là, le problème, c'est est-ce que, mais d'après ce qu'on m'a assuré, non, est-ce que l'Espagne va prendre cet argent sur l'aide publique au développement et sa coopération internationale? Normalement, le fideicomiso l'interdit, mais si l'Équateur veut sa souveraineté nationale, il faut qu'il respecte aussi la souveraineté nationale des autres pays. Bon, il faudra voir, mais il faudra bien contrôler ça. Après, l'Allemagne. Donc l'Allemagne a été le grand soutien du projet ITT depuis ses débuts, a financé des études, a fait sa promotion au niveau international. L'Allemagne avait promis de donner 50 millions d'euros par an pendant 13 ans. C'est une somme importante. Et en septembre, vers le 10 ou 11 septembre dernier, le ministre allemand de la coopération, qui fait partie du parti libéral, le ministre Nibel, a dit que l'Allemagne finalement ne participerait pas au fideicomiso. Alors, pourquoi? Je vais dire les arguments officiels de l'Allemagne, comme ça on ne va pas rentrer dans de la subjectivité, on va dire. Le ministre dit on n'a pas assez de garanties politiques et l'Équateur n'a pas répondu en fait à nos demandes, à nos questions. Quelles étaient les questions de l'Allemagne? L'Allemagne voulait un fideicomiso, c'est fait, et 2, qu'un autre pays participe au financement de ce fideicomiso. C'est fait. Quel est l'argument officieux? Enfin, plutôt l'analyse officieuse. Un jour avant ou le jour d'après, mais là, c'est pas, en tout cas, dans les jours autour de la décision du ministre allemand, l'Assemblée nationale équatorienne a remis en cause les conventions bilatérales sur les investissements. C'est-à-dire au niveau international, le CIADI, CIADI c'est en espagnol, le CIRDI, il me semble qu'on dit en français, hein, c'est ça. Donc toutes ces cours arbitrales au niveau des investissements. Ça, c'était prévu dans la Constitution équatorienne. La Constitution équatorienne remet en cause le CIADI. L'Équateur est sorti du CIADI, pas comme d'autres pays qui l'ont annoncé mais qui ne l'ont pas fait. Et du coup, l'Assemblée nationale devait se mettre en conformité avec la Constitution et l'a voté en septembre dernier, un jour avant ou un jour après. Et notamment dans ces conventions bilatérales sur les investissements, il y avait la convention avec l'Allemagne. Alors, vous me direz, c'est peut-être un hasard, hein, on annonce ça au hasard. Voilà, mais ça c'est typique
des pressions au niveau international sur l'Équateur. Ça, c'est typique. C'est pas irrévocable. Alors oui, là, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est la réaction en Allemagne. Et ça, c'est super intéressant. Moi, je pense que de toute façon, le ministre allemand va revenir sur sa décision. C'est pas irrévocable. Bon, l'Équateur a envoyé toute une réponse, bon, etc. La réaction en Allemagne, tous les grands journaux ont fait leur une et sont tombés sur le ministre allemand. C'est comme si en France, excusez-moi, je ne connais pas Le Temps à Genève ou en France, à la fois Le Figaro, Le Monde, Libération faisaient leur une sur Yassouni ITT et dénonçaient que le gouvernement français ne va pas financer ITT. Bon, pour l'instant, c'est impossible en France. Alors, tous les journaux et tous les partis politiques, même son parti politique lui est tombé dessus. Alors de manière un peu plus diplomate, c'est-à-dire on peut jouer les médiateurs entre le gouvernement équatorien et le ministre pour que le ministre revienne sur sa décision. C'est beaucoup plus diplomate, mais tous les partis politiques, après, en plus, ont réaffirmé leur soutien. Le Bundestag a réaffirmé son soutien au projet ITT. Donc ça, c'est des soutiens forts. Et pourquoi on obtient un tel soutien ? C'est parce que la société civile allemande a fait un travail extraordinaire depuis le début pour promouvoir Yassouni ITT. En plus, je pense que la société civile allemande est beaucoup plus sensibilisée aux problèmes écologiques. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais. Merci. Tobia, non? T'es sûr? C'est juste pour savoir la question sur l'été. Tu as parlé un peu comme... Il y a le micro juste là. Oui, après. Merci. C'était juste pour savoir, tu avais parlé un peu comme soit on arrive à ces 3,5 milliards, soit ça casse, soit ça passe, ou ça casse. Il n'y a pas de scénario B. Si, il y a un scénario B. Si, il y a le plan B, hein, dont tu as parlé. C'est le plan B, hein, dont a parlé Alexandra. En gros, c'est ça. Alors, au niveau de la société civile équatorienne, on a un plan C, en fait. Ce qu'on a appelé le plan C, c'est-à-dire de faire pression sur le gouvernement de Correa, pour que même si on n'a pas les 3,5 milliards, qu'ils n'exploitent pas ITT. Ça, c'est le plan C de la société civile équatorienne, mené notamment par Acción Ecológica, mais pas seulement. Pour être très sincère, je pense que Correa ne pourra pas exploiter ce ITT. Tout simplement parce que la population équatorienne, quand on explique le projet, à 80% est contre l'exploitation du pétrole ITT. Il ne faut pas oublier que la société civile équatorienne est une société civile qui est capable de sortir dans la rue pour défendre ses revendications et qui est capable de virer 3 présidents en 10 ans. Donc le gouvernement, en plus, il y a une autre, à mon avis, il y a une autre garantie. Enfin, le gouvernement qui serait assez fou pour exploiter le pétrole de l'ITT, je pense qu'il ne tiendra pas longtemps. Madame. Non. Merci beaucoup pour ces excellentes présentations. J'aimerais poser 3 petites questions. Le micro. Alors, l'une, c'est quelle est la garantie du gouvernement équatorien de ne pas extraire davantage de pétrole dans ces autres gisements qui sont sur les côtes ou à l'extérieur de ce parc. 2, au niveau de la gouvernance de ce projet Yassouni ITT, dans la durée, combien d'années le contrat sera-t-il valable de ne pas exploiter? Est-ce que c'est compris dans les engagements que d'assurer justement une garantie à long terme? Troisième question, c'est par rapport à la représentation de la société civile dans le système de gouvernance de ce contrat. Vous disiez qu'il y a une personne qui serait représentante, et donc représentant des peuples indigènes, en tout cas d'une partie, j'imagine qu'il y en a plusieurs, alors il faudra qu'ils se mettent d'accord sur qui pourra représenter qui. Et ensuite, comment justement le relais des sociétés civiles beaucoup plus larges, qui sont justement aussi intéressées au niveau global à ce projet,
pourra se faire pour que ces voix soient également entendues dans la gestion du fonds à long terme. ¿Contestas? La primera. Bueno, justamente frente a la primera pregunta sobre las garantías del gobierno de no explotar, en otras zonas no existe eso. Yo justo había explicado que era una amenaza a la propuesta en sentido de una incoherencia, ¿no? O sea, por un lado sí se está apoyando por parte del gobierno la no explotación del ITT, que tiene reservas, el 20% de las reservas de todo el país. Pero por otro lado, el país sí está apostándole a explotar el petróleo en otros sitios, en otras provincias del país. Eso justamente lo veíamos como que es una incoherencia porque se está diciendo voy a proteger un sitio y voy a destruir el otro, cuando en la Amazonía por lo menos la diversidad es la misma, ¿no? Y en todos lados hay pueblos indígenas. Justement, par rapport à la première question sur les garanties de non-exploitation de la part du gouvernement, il n'existe pas de garanties. Il y a une menace, évidemment c'est incohérent parce que le gouvernement promet de ne pas exploiter la zone des ITT qui représente le 20% des réserves, mais il se permettra d'exploiter dans d'autres sites. Donc d'un côté il dit je protège cette zone, mais je détruis l'autre. Et c'est totalement incohérent puisque la diversité est la même dans toute l'Amazonie. Pero a pesar de que el gobierno no dé garantías de no explotar en otros sitios, la esperanza en esos sitios son las poblaciones locales. En Ecuador existe una historia muy importante de resistencias, de luchas de resistencia en contra de la actividad petrolera, de la actividad minera, de todas las actividades que destruyen las fuentes de subsistencia y las economías locales. Tenemos un caso muy importante que es conocido a nivel internacional, que es el caso de Sarayaku, un bloque petrolero de 200.000 hectáreas, igual que el ITT, más o menos igual, en donde desde 1996 el Estado entregó a una empresa para que explote y hasta el día de hoy no han podido entrar a explotar porque la población local se ha opuesto. Y no solamente es ese bloque Sarayaku, sino el bloque 24 de pueblos Shuar, Achuar. O sea, los indígenas en Ecuador defienden, dicen que con su vida van a defender sus territorios y su forma de vida y su cultura. Entonces, esto pasa en Ecuador. Y esa es la esperanza, de que en estos otros sitios donde no pone ninguna garantía el gobierno, sean los propios pobladores locales los que hagan respetar y los que protagonicen las luchas en defensa de sus derechos y de sus recursos. Alors, même s'il n'y a pas de garantie de la part du gouvernement, on espère, on fait confiance à ce que les populations locales feront cette partie. Par exemple, l'Équateur a une longue histoire de résistance sociale, de lutte contre ces actes de destruction de leur zone protégée, de leur écologie locale. Il y a l'exemple de Sarayaku, un bloc pétrolier qui a 200 000 hectares et qui en 1996 on a donné le permis d'extraction de partie d'une entreprise pétrolière. Mais jusqu'à ce moment, actuellement, il n'est pas possible de faire, pour cette entreprise de rentrer dans cette zone à cause de la résistance de la population de la zone. Les indigènes défendent leur territoire, leur forme de vie, leur culture. Donc même s'il n'y a pas une garantie de la part du gouvernement, on a cette espérance que les populations locales exigeront le respect de leur zone. Alors moi, je ne parle pas d'incohérence, en fait. Il n'y a pas d'incohérence. Le gouvernement équatorien n'a jamais dit « nous n'exploiterons pas ITT et nous n'exploiterons pas les autres zones ». Il n'a jamais dit ça. Par contre, il y a une contradiction, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'incohérence. Bon, c'est peut-être je joue peut-être sur les mots, mais
Il y avait, et je crois que là, ça n'a pas été totalement respecté, ça c'est sûr, il y avait dans le projet politique du gouvernement le fait de ne pas ouvrir d'autres puits, d'autres explorations de pétrole, de continuer à exploiter les puits existants de manière plus effective, de manière un peu plus, d'une meilleure manière au niveau écologique, même si c'est difficile. Mais il ne voulait pas en fait ouvrir d'autres puits. Bon, ça n'a pas été totalement respecté par contre. Si, c'est encore dans le projet, mais comme nous gouvernements, on ne peut pas respecter tout le projet politique. Enfin, ils ne respectent pas tout le projet politique, on pourrait. Et du coup, bon, c'est encore dans le projet politique, c'est encore dans le programme de gouvernement, qui va être renforcé là d'ici le 15 novembre prochain, puisqu'il y a la convention du mouvement politique de Correa, d'Alianza País. Dans cette convention, il y a les textes en préparation, en tout cas, ils vont rajouter, bon, il y avait 5 types de révolutions, et ils vont rajouter 2 autres types de révolutions, dont la révolution écologique. À voir si ça passe. Là, Alors, au niveau de la gouvernance, entre guillemets, la garantie est à perpétuité. Le fonds fiduciaire ne rapportera aucun intérêt pour ceux qui vont contribuer, et les 3,5 milliards resteront à perpétuité, en fait. Et la garantie de ne pas exploiter est à perpétuité. Alors, j'anticipe sur la question, mais s'il y a un changement de gouvernement, outre la garantie de la société civile qui me semble être déjà forte, une garantie politique très forte, outre cette garantie, si un gouvernement est assez fou pour vouloir exploiter, premièrement, il devra rembourser tout l'argent aux pays contributeurs. Deuxièmement, pour exploiter ITT, il faudrait entre 4 et 5 ans pour commencer à avoir la première goutte de pétrole. Puisque derrière, il faut construire une raffinerie, il faut installer les pipelines, il faut construire les puits, les forages d'exploitation, bon, etc., etc. Donc c'est des investissements, bien sûr, c'est des dizaines de milliards de dollars qui sont en jeu, d'où les très forts lobbies pétroliers et aussi les très forts lobbies au niveau de la construction et des infrastructures. Il ne faut pas l'oublier, ça. Enfin, il y a quand même, on peut penser ce qu'on veut de Correa. Et moi, très sincèrement, Correa en tant que tel, je ne le soutiens pas. Mais on peut penser ce qu'on veut de Correa, c'est quand même un courage politique d'avoir pris cette décision de laisser le pétrole sous terre. Alors, du coup, il faut entre 4 et 5 ans pour exploiter. Donc, du coup, pendant ces 4 ou 5 ans, vous aurez quoi? Vous n'aurez pas de revenus du pétrole. Vous n'aurez pas de revenus venant du fideicomiso. Et vous devrez en plus rembourser ce fideicomiso. Il faudra être vraiment sacrément proche des lobbies et derrière que les sous aillent dans votre poche pour vouloir cette exploitation. Au niveau politique, ce serait une connerie totale. Au niveau politique, économique, social, culturel et écologique. Au niveau de la société civile internationale, quelle garantie pourrait être représentée? Aucune. Aucune. Je vais parler comme un équatorien. Souveraineté nationale. Souveraineté nationale. Notre société civile nationale doit être représentée. Pourquoi la société civile internationale devrait être représentée? Souveraineté nationale. Voilà, c'est ce que vous répondrez à un équatorien. Un membre de la société civile internationale vous répondrait que la lutte et la pression, et les pressions sont des garanties suffisamment fortes, il n'y a pas besoin d'être représenté dans une structure et dans un board pour avoir une garantie. Je crois qu'elle parlait aussi des indigènes. Hein? Oui, mais si vous voulez, l'Allemagne et les différents pays au niveau international ne croient pas en l'Équateur. L'Équateur, c'est un pays corrompu avec en plus une instabilité politique, un clientélisme, tout ce que vous pouvez coller sur les pays d'Amérique latine. Donc on ne croit pas. Alors même déjà avec toutes ces garanties, on ne le croit pas. Donc du coup, on était obligé de donner cette garantie
et l'Équateur a dit quelle est l'institution au niveau international qui pourrait apporter le plus de garanties et qui serait, entre guillemets, la plus neutre possible, c'est le PNUD. Il ne faut pas oublier qu'en fait, en Amérique latine, et surtout en Équateur, le PNUD est bien vu, en fait. Puisque le PNUD, non, en Bolivie aussi, le PNUD finance beaucoup de projets de développement. Et du coup, le PNUD a quand même une certaine... comment ? Aura. Waouh. Bon, apporte quand même une certaine garantie à ce niveau-là. Mais c'était une obligation, sinon aucun pays n'aurait financé. Aucun. Après, au niveau de la société civile, alors au niveau des populations indigènes, bon, s'ils se battent entre eux, ça... Pour être très sincère, la CONAIE soutient le projet ITT, mais la CONAIE n'a jamais beaucoup parlé du projet ITT. Et pour être encore plus sincère, la CONAIE connaît la Confédération des nationalités indigènes d'Équateur, donc l'organisation indigène la plus importante en Équateur, au niveau national. La CONAIE, les dirigeants de la CONAIE connaissent très peu le projet ITT. Voilà, pour être très clair. Et pour être encore plus clair, la société civile équatorienne, seuls 38% de la population a entendu parler du projet ITT. Le seul progrès entre... Donc ça, c'est des sondages entre le janvier et octobre dernier. Il n'y a eu aucune progression au niveau de ce chiffre-là. Seul 38% a entendu parler d'ITT, ce qui est une amélioration par rapport à avant. Avant, c'était 10%. Mais... Par contre, quand on leur demande ce qu'est ITT, maintenant, ils le connaissent beaucoup mieux. Alors, un des défauts du sondage, c'est que ce sondage n'est fait qu'à Quito et à Guayaquil, les deux principales villes en Équateur. Hein. Donc, bon, c'est limité. Mais ça montre aussi que les mouvements sociaux, les organisations écologiques et les écologistes et les ONG ont une base sociale très faible aujourd'hui en Équateur. En Équateur, on est dans une société dépolitisée, on est dans une société où même les mécanismes participatifs qui ont été très forts à un moment s'effritent petit à petit, s'affaiblissent. On a une société qui est de plus en plus urbanisée et les mouvements sociaux urbains ont très peu de base sociale, sont très peu ancrés au niveau de la population. Mais là, c'est un peu contradictoire avec ce que tu disais, où tu disais que les mais par contre, dans la rue et que 80% des quand on leur dit, alors ITT, c'est ça, aux gens interrogés, ces gens interrogés sont à 80% en faveur d'ITT. Voilà, c'est bon, à 80% en faveur. 80% des 38%. Non. Alors attendez. Le sondage. La première question, c'est « Avez-vous entendu parler d'ITT ?» Oui, à 38%. Bon, il y a d'autres questions après. La deuxième question, quand on explique ce qu'est ITT, ITT c'est ça. Êtes-vous d'accord avec ITT? Là, la réponse est oui à 80%. Excusez-moi de la mauvaise explication. Monica, oui, c'est ce que j'avais dit. Okay. Moi, je crois que c'est très important de réfléchir sur le thème des Nations-Unies, mais toujours en pensant aller beaucoup plus loin. Parce que sinon, le risque, c'est que ça demeure une espèce de concession que le capital nous fait. Non, allez, vous êtes contents avec vos cotisations là. Et puis on reste là. Non, et le modèle extractiviste, il continue. Et je crois que c'est très important de travailler dans le sens de... pas d'une espèce de solidarité. Je crois qu'il y a une vraie demande de reconnaissance de la dette écologique de la part des sociétés et des pays et des entreprises, des pays du centre ou des pays du nord. Je crois que c'est très important que la participation et le travail dans l'initiative de l'ITT soit dans ce sens-là. Je suis en train de reconnaître la dette écologique que j'ai envers un pays comme l'Équateur ou d'autres. C'est à cause de ça que j'assume une responsabilité. Parce que quand on parle de dette écologique, on parle d'une responsabilité non assumée. Non Donc on demande que ce soit assumé comme responsabilité. Maintenant,
Je veux juste dire que c'est un débat super important. Je crois que c'est un débat historique que les groupes comme Action économique, entre autres, ont ouvert et qui touche énormément de pays maintenant du Sud, aussi en Afrique, parce qu'ils ont travaillé avec OneWatch dans différents pays d'Afrique et d'Asie. Donc c'est quelque chose qui meut beaucoup de choses. C'est un débat qui est aussi en Bolivie, mais je veux dire qu'il y a aussi un contexte particulier. C'est que beaucoup de gens, en tout cas en Amérique latine, par exemple en Bolivie, par exemple au Mexique, associent la souveraineté à l'industrialisation, au contrôle des ressources naturelles. C'est ce que Hervé disait ce matin, non? Et donc on a énormément de travail à faire. Peut-être que ce n'est pas le cas en Équateur. Peut-être qu'en Équateur c'est différent, et tant mieux pour l'Équateur. Mais en octobre de 2003, Hervé évoquait ce matin le massacre d'octobre 2003, les gens ils sont morts pour la nationalisation et l'industrialisation des ressources naturelles, non? Donc, parfois, quand on leur dit « ouais, mais on ne va pas sortir ce gaz-là, mais ils se jettent à ton cou. Comment ça ne va pas sortir le gaz, non ?» Donc, c'est une question très difficile. La même chose avec PMX au Mexique. PMX qui défend maintenant qui défend un peu la souveraineté du Mexique sur les ressources pétrolières. Et c'est un peu la dernière porte que les États-Unis sont en train d'enfoncer sur l'économie mexicaine. Les États-Unis veulent contrôler définitivement l'économie mexicaine, et ils vont le faire à travers le contrôle du pétrole. Non? Donc c'est aussi ce dilemme de notre souveraineté. Je crois que ça c'est important à débattre. Une autre chose, je crois, c'est aussi que c'est un défi, le post-extractivisme dans nos pays, non? Cette idée d'arrêter d'être des pays primaires exportateurs et d'aller au-delà. Mais je crois que c'est important de dire que c'est difficile de débattre là-bas, tandis qu'ici, il y a un rythme qui continue, et tandis que l'Union européenne en particulier fait des pressions extrêmement fortes à ces pays stratégiques par leurs ressources naturelles, extrêmement fortes pour qu'ils signent des traités de libre-échange et pour qu'ils ouvrent les portes à leurs entreprises. Et ça, c'est quelque chose de la Suisse a une responsabilité très grande, parce que même s'il n'est pas dans l'Union européenne, elle a des entreprises qui sont extrêmement nocives en Amérique latine et partout dans le monde. Et je crois que là on a aussi quelque chose à bouger, disons, non? Et la dernière chose, c'est de dire que c'est assez réaliste. Les gens qui ont proposé l'initiative de Yasuni ont été traités d'écologisme infantile, non? Écologisme infantile. Et eux, ils répondent, non, en fait, vous êtes des développementalistes séniles. Non? Et je crois que ça, c'est mon réponse. C'est-à-dire, c'est extrêmement pragmatique et réaliste, ce type de proposition à étendre partout. Et j'aimerais beaucoup qu'Alexandra nous donne, ou Mathieu, la page web qui n'est pas apparue de l'initiative, non, pour que les gens puissent se renseigner plus. Non, elle n'est pas apparue. Je ne sais pas si on peut le mettre sur PowerPoint ou quoi. Non? Et qu'on pense ici en Suisse à voir comment est-ce qu'on pousse le gouvernement et les entreprises suisses à participer à cette... Je ne sais pas si ça se fait déjà, mais peut-être c'est une bonne idée qu'ils sortent d'ici, non? Non, je ne crois pas qu'en Suisse il y a une mobilisation autour de ça, mais ça tient qu'au milieu écologiste en premier de se charger de ça. Puis je sais qu'il y a Juan, par exemple, dans tout ça, là, qui est à la tête d'une coalition Justice et Climat. C'est vrai que c'est une chose que tu connaissais déjà, Juan, et je pense que ce sera des thèmes à développer par la suite. Mais pas... Alors, pas seulement les organisations écologistes, hein. Le CETIC peut très bien aussi, je ne sais pas si c'est un de ses axes de travail, mais enfin, peut très bien aussi porter ça. Là où le projet, l'initiative Yasuni TT est très forte, c'est que ça ne concerne pas que l'écologie. C'est que ça a à la fois des éléments écologiques, mais aussi économiques, sociaux, culturels, le changement du modèle de développement, la défense des droits humains, la défense des populations indigènes, des droits des populations indigènes, la défense de la biodiversité, bien entendu, la société post-pétrolière, etc. Donc, en fait, tout le monde est content quasiment avec le projet TT. Quasiment. À part les vieux grincheux qui disent, bon ben, mais ça c'est un obstacle qui est assez dur au niveau international, et notamment avec les gouvernements internationaux, les gouvernements des pays occidentaux notamment, qui vraiment, il y a un blocage. C'est pas nous qui l'avons proposé, cette initiative si novatrice. C'est un petit pays du Sud, pauvre, plein de pétrole, et qui propose en plus cette initiative. Et ça, je vous assure que, au niveau des négociations internationales, le néocolonialisme
néo-impérialisme, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Je vous conseille un documentaire, et vous verrez très bien, comme on prend parfois les gens de la commission ITT pour des enfants, mais pour des enfants, hein, je vous assure. Je vous conseille le documentaire de Laetitia Moreau, qui s'appelle « Une idée simple et révolutionnaire », sur le Yasuni ITT, qui a en fait suivi pendant un an l'ancienne commission, donc il a suivi jusqu'à Copenhague 2009. Après, au niveau des sites internet, alors Alexandra donnera le site d'Amazonia pour la Vida. Il y a le site officiel gouvernemental, je crois que c'est yasuni-itt.gob.ec. Au niveau français, on a un site qui s'appelle projetitt, tout attaché, .vacau.com, où il y a un appel national signé par différents partis politiques français, Parti socialiste, Parti de gauche, le NPA, Nouveau Parti anticapitaliste, les Verts, etc., différents députés européens et autres, hein, organisations sociales aussi, et où il y a une très très grande partie de la documentation sur ITT. En fait, c'est moi qui gère le site et comme c'était en toute la transparence, j'ai mis tout. À la fois les documents qui s'opposent aussi à ITT, mais les documents des écologistes infantiles, des développementalistes séniles, et tous les documents y sont, et les articles, enfin, tous les documents dont j'ai accès. Tu peux redonner le... projetitt.vacau.com. Alexandra, si tu peux donner le site. Ah, ouais. Alors pour le site de ITT, c'est en espagnol et en anglais, c'est www.amazonia-por-la-vida. Dans un pays en développement, du sud ou je ne sais, un pays qui a une large biodiversité, où il y aura l'engagement de travailler à un modèle alternatif de développement. Hein. C'était, je crois, les trois conditions que tu as posées. La troisième, c'est le fait qu'il y ait dans ces zones de méga biodiversité des ressources fossiles, pas seulement pétrole. Des ressources fossiles, oui. Est-ce qu'il y a eu une réflexion, alors c'était une partie de ma question que j'ai mal entendue, pour les pays qui ont la biodiversité mais qui n'ont pas de ressources pétrolières, comment est-ce qu'on réfléchit là-dessus? Et à l'inverse, pour les pays qui ont des ressources pétrolières mais qui n'ont apparemment pas une très grande biodiversité, je pense, enfin aujourd'hui, il y avait le poisson fertile il y a plusieurs millénaires, mais maintenant il semblerait qu'en particulier la région la plus productrice en pétrole ne soit pas réputée pour sa biodiversité. Peut-être le maritime, mais en tout cas pas sur le sol, pas ma connaissance. Je ne suis pas un spécialiste. Alors est-ce qu'il y a eu une réflexion aussi là-dessus, dans l'idée d'exporter ce modèle ou d'en trouver d'autres, mais connexes? Bueno, aparte de las condiciones que decía Matthew que se establecieron, eso fue un poco más oficialmente, pero la red Oil Watch, a la que Acción Ecológica pertenece, está trabajando en el tema de replicar la propuesta en algunos países, concretamente en la zona del Madidi en Bolivia, en la zona del Acre en Brasil, en la zona de Nigeria y me parece Indonesia. Estos sitios, o sea, sitios en donde existen miembros de Oil Watch, de la red, y donde están trabajando a una propuesta adaptada a la realidad de cada sitio, que no necesariamente tiene los mismos elementos de la propuesta Yasuni, pero que tienen algunas características importantes: biodiversidad, hogares, que es lugares donde hay pueblos indígenas, a veces no contactados, otras veces no, pero pueblos ancestrales, y claro, que tiene que tener petróleo y que tiene además de la explotación de este petróleo haya causado impactos a la gente, ¿no? Entonces, esos como características generales de lo que se puede hacer. Eso se está trabajando a nivel de esta red, en sitios concretos, además en muchos otros lugares.
Pero lo que yo... En plus des conditions que Mathieu a un peu présentées, qui sont les conditions officielles, Yasuni travaille avec le réseau Oil Watch, qui ont des représentants un peu dans les zones de Malaisie, en Bolivie, Acre au Brésil, en Nigérie, en Indonésie, pour faire une proposition adaptée à la réalité de la zone, pas avec les mêmes éléments, mais avec quelques caractéristiques communes. Par exemple, la biodiversité de la zone, que ce soit qu'il y ait des peuples indigènes qui soient contactés ou pas, qu'il y ait du pétrole, et où il y ait déjà une expérience de choc sur la population à cause de l'exploitation du pétrole. Y lo que les decía en la ponencia era de que en este momento estamos trabajando en la conjugación del verbo yasunizar. O sea, es este ejercicio de considerar al yasuní. Incluso hemos logrado que entre en Wikipedia. Y ahora ya está ahí, yasunizar. Entonces es considerar, el yasuní es un sitio sagrado, significa sitio sagrado. Y la idea es poder llevar a otros sitios este mismo concepto de defender estos sitios sagrados. Y en el mismo Ecuador estamos haciendo ya el ejercicio de yasunizar la cordillera del Cóndor, donde no hay petróleo, pero hay minería. Y el gobierno quiere explotar minería a cielo abierto. Entonces la idea es, no hay petróleo, pero hay minerales y causaría mucha destrucción, y la idea es yasunizar la cordillera del Cóndor para defenderla y conservarla. Mais aussi l'autre idée, c'est de enseigner ce verbe qui est yasunisa, yasunissé. On essaye même de faire entrer Yasuni sur Wikipédia, on en a réussi. Yasuni signifie un site sacré, et on veut étendre cette idée à d'autres sites qui ont cette même conception pour les défendre. On le fait déjà dans la cordillère du Condor, qui est une zone d'exploitation minière et où le gouvernement cherche à faire des exploitations en ciel ouvert. Donc on cherche à éviter cette destruction. Alors, oui, non, le gouvernement équatorien, bien entendu, n'a pas pensé. Puis pourquoi demander au gouvernement équatorien de penser pour les autres aussi? Ils pensent déjà pour eux, c'est déjà difficile. Pourquoi penser pour les autres? On n'a pas d'idée. Bah oui. On n'a pas de petit. Mais du coup, alors, oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a un deuxième plan qui est dans les cartons pour l'instant, pour l'Équateur, qui s'appelle El Plan Verde, donc le plan vert, qui est en fait un plan que voudrait proposer un membre du gouvernement qui consiste en un moratoire de l'exploitation du pétrole dans l'Amazonie centrale et du Sud. C'est une sorte de projet ITT, mais pour le reste de l'Amazonie, en fait, équatorienne. Donc, vous voyez, il y a d'autres plans dans les cartons. Ce plan date de 2004, hein, c'est des plans qui existent déjà, mais on ne peut pas le proposer pour l'instant, sinon là, je crois que Rafael Correa deviendrait fou. Sans garantie que le projet ITT réussisse, on ne peut pas le présenter pour l'instant. Mais en tout cas, ce plan existe, il faudrait juste en fait le réactualiser. Mais ça, bon, on va s'en charger. Hein, mais il y a d'autres initiatives qui existent. Et comme disait Monica aussi, c'est à nous de se réapproprier ce type d'initiative et essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan n'est pas parfait, essayer à ne pas reproduire ces erreurs non plus. Mais l'Équateur ne peut pas changer le monde à elle toute seule. Non, merci beaucoup. Non, on va arrêter parce que vraiment on a des contraintes externes. Donc, bon, de toute façon, si vous participez au débat, vous pourrez continuer à discuter avec les interlocuteurs et les interlocutrices. Alors, je vous remercie beaucoup. On reprend. Alors, à 21h, on va projeter un film sur le peuple Lakota, donc les Amérindiens, comme on dit, aux États-Unis, en présence des deux réalisatrices. Voilà, donc ça commencera vraiment à 21h pile, hein, parce que le film dure 1h et quelques.
Et puis, oui, ici même dans cette salle. Et je voulais aussi vous demander si ça vous intéresse de poursuivre les activités du setting, de vous inscrire sur la mailing list. Il y a des listes à l'extérieur si vous voulez nous donner votre avis. Merci.